Bonjour, mes chers élèves, je suis votre professeur de français Siham Lila. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de lecture langue intégrée en partie euh, qui rentre dans le cadre du module 3, étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Hanneuil. Alors, le support sur lequel nous allons travailler, c'est le prologue d'Antigone de Jean Hanneuil. Alors, comme vous le savez, mes chers élèves, on commence toujours notre activité de lecture par une identification du passage. Alors, pour identifier le passage, on doit citer le nom de l'auteur, on doit également dire d'où est extrait le texte et citer également le nom le titre pardon de l'œuvre, la date de sa publication, etc. Donc pour identifier ce passage, nous allons dire il s'agit du prologue d'Antigone. Antigone qui est une tragédie moderne écrite par Jean Hanneuil, dramaturge français. Donc, elle a été écrite en 1942 et représentée pour la première fois en 1944 au théâtre de l'Atelier à Paris et parue en 1946, c'est-à-dire éditée en 1946 pour être lue par le public. Mais elle a été jouée, représentée pour la première fois en 1944. Donc, si vous pouvez le remarquer, ici, il y a trois dates, 1942, 1944 et 1946. Donc, vous retenez que la date en rouge, parce qu'elle est, elle est la plus importante, et c'est elle qui compte à l'examen régional. Donc, c'est 1944. Passons tout de suite à la situation d'énonciation. Donc, qui parle dans le texte, c'est le prologue. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au spectateur, au public. De quoi parle-t-il? Il présente les personnages de l'histoire, le cadre spatio-temporel dans lequel vont évoluer les protagonistes et rappelle quelques événements indispensables à la compréhension de l'histoire, à savoir la guerre fratricide qui a opposé Éthéocle à son frère Polynice et la décision royale d'interdire les funérailles de Polynice. Où se passe l'histoire? C'est à Thèbes. Et quand se passe l'histoire? C'est au moment où les deux fils, je cite le texte, au moment où les deux fils d'Édipe se sont battus et entretués sous les murs de la ville, et bien sûr après la décision royale interdisant les devoirs funèbres à Polynice. Passons maintenant à la situation du texte. Avant de situer le texte, il faudra le lire. Je compte sur vous, hein. Vous ne pouvez pas poursuivre l'analyse sans avoir lu le texte. En fait, j'aurais voulu le lire avec vous maintenant, mais le temps ne le permet pas. Je ne dois pas dépasser 26 minutes dans l'activité. Et d'ailleurs, on a beaucoup de choses à voir et à analyser dans cette scène. Donc, on n'a pas, je suis vraiment très désolée, on n'a pas le temps. Donc, je compte sur vous. Lisez-le avant de continuer à regarder ou à voir l'analyse. Donc, où se situe cette scène dans l'œuvre? La scène se situe au début de la pièce. Bien sûr, on est encore au début de la pièce. Quel titre porte le texte? Bien évidemment, le texte porte le titre de prologue. Que signifie le mot prologue?
Alors, le mot prologue, ça vient du grec. Pro signifie avant et logos signifie discours. Donc le prologue est la première partie d'une œuvre littéraire ou la première scène d'une œuvre dramatique faisant office de préface, d'introduction, de préambule, d'avant-propos et servant à situer les personnages et l'action de l'œuvre en exposant divers points essentiels à connaître pour comprendre bien sûr la scène. Donc le prologue est une sorte d'introduction qui permet au lecteur, au public, de mieux appréhender euh, la pièce. Voilà. Problématiques de lecture. Les différentes problématiques auxquelles nous allons trouver des réponses au cours de notre analyse. Donc, première problématique, en quoi ce prologue est une scène d'exposition? Qu'est-ce qui fait l'originalité de cette scène? Quel est le rôle du prologue dans l'œuvre? En quoi ce prologue expose-t-il les enjeux de la pièce? Et finalement, pourquoi Jean Hanoï plonge-t-il aussitôt le public dans le fatum de l'histoire? Fatum signifie fatalité. Passons tout de suite aux axes de lecture. Premier axe, le prologue, une scène d'exposition. A. Présentation des personnages. Donc le prologue dans ce texte décrit les personnages aussi bien physiquement que moralement, chose que nous allons voir tout de suite. Le prologue présente tous les personnages de la pièce, un à un, comme l'indique la didascalie initiale. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène, bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Il donne à chacun d'eux des traits physiques et moraux. Ainsi, Antigone, personnage principal, est décrite de manière assez péjorative. Elle a été décrite comme une maigre jeune fille noiraude et renfermée, assise à l'écart, dans un coin, réduite au silence. Elle ne dit rien, et beaucoup moins belle que sa sœur Ismène, qui est blonde, belle, heureuse, éblouissante dans sa nouvelle robe, et bien plus belle qu'Antigone. Aimant, fiancé d'Antigone, est un jeune homme qui a le goût de la danse et des jeux. Créon est présenté comme un homme robuste. Robuste veut dire fort. Aux cheveux blancs, c'est un vieil homme ayant des rides. Et Eurydice, sa femme, est décrite comme une vieille dame occupée à tricoter. Le messager, garçon pâle, les gardes ont été décrits comme euh, des hommes rougeaux qui s'entlaillent le cuir et le vin rouge. Et on passe maintenant aux portraits moraux des personnages. Donc dans cette partie, nous allons nous concentrer sur le portrait moral d'Antigone, celui d'Ismène, de Créon et des gardes. Antigone. Le portrait moral d'Antigone. La force de caractère d'Antigone contraste clairement avec son portrait physique. Elle va se dresser seule. Donc c'est une petite maigre qui se dresse seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. La répétition du syntagme seul en face de, seul en face du insiste sur son incroyable force de caractère. C'est une fille qui est quand même très forte
et je vais dire qu'elle est vraiment forte et indomptable aussi. Ismène, par ses attitudes, semble être une jeune fille frivole et coquette. Elle rit aux éclats, entourée de garçons, de prétendants, je cite le texte, au milieu des autres garçons. Le roi est un personnage pris entre ses envies. Donc, il aimait la musique, les belles relayures, les longues flâneries, les promenades chez les antiquaires de Thèbes. Antiquaires, personnes qui vendent des objets antiques. Et son devoir, donc il est pris entre ses envies et son devoir de conduire les hommes, son devoir en tant que roi de Thèbes. Il est présenté comme fatigué, mais c'est un homme honnête et travailleur. Il a retroussé ses manches comme un ouvrier. Je suis en train de citer le texte. Alors les extraits qui montrent l'honnêteté et le fait que Créon est un homme travailleur, bûcheur. Donc il est également très seul. Ni son page ni sa femme ne pourront lui être d'aucun secours. Les gardes sont des hommes frustes, grossiers, vulgaires, qui ne, qui ne se posent pas de questions, même si ce n'est pas de, euh, de mauvais bougres, ce ne sont pas de mauvais bougres, ils n'ont pas de sens moral et se contentent d'obéir à leurs supérieurs, quels qu'ils soient. Ce sont, je cite le texte, ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Un récapitulatif, une petite synthèse. Donc Antigone est décrite comme une jeune fille forte et courageuse. Ismène comme une fille, comme une coquette fille. Coquette, ça veut dire qu'il y a ce désir de plaire, d'attirer l'attention. Créon est décrit comme un homme honnête et travailleur qui fait son devoir dûment. Et les gardes sont des bougres dépourvus d'imagination. Voilà. Donc c'est la mise en place de l'intrigue. Le prologue mêle événements passés et événements à venir, dévoilant des moments clés de l'intrigue. Un œil, en fait, sait déjà que les spectateurs connaissent l'issue de l'histoire, connaissent déjà le mythe d'Antigone, puisque Antigone a été écrite déjà il y a 25 siècles, 4 siècles avant Jésus-Christ, par l'écrivain Sophocle. Le prologue raconte comme événement passé les fiançailles d'Antigone et d'Aimant, l'arrivée au pouvoir de Créon et la loi édictée, ainsi que le combat fratricide qui a opposé Éthéocle et Polynice, les deux fils d'Édipe. Alors tous ces événements-là ont été racontés au passé composé. Le prologue dévoile également une partie du dénouement, les événements à venir, à savoir la mort d'Antigone, le suicide d'Aimon et celui d'Eurydice. On passe maintenant au deuxième axe de lecture, un prologue original à la modernisation du tragique grec. Donc le tragique grec, le tragique antique a été modernisé. Les activités auxquelles vaquent les personnages sur scène sont étrangement modernes. Une famille royale qui bavarde, tricote, joue aux cartes. Donc ce sont des activités, on va dire, banales, indignes de leur rang social. Des familles
des membres de la famille royale qui vaquent à des activités purement prosaïques, bavarder, tricoter. Hanoï place d'emblée son public dans un contexte moderne, en fait, dès la première didascalie. Il bavarde, tricote, joue aux cartes. Donc cette indication suffit à elle seule d'ancrer la pièce dans une temporalité proche de celle du spectateur. Les scènes évoquées renforcent cette intention de moderniser la pièce en rapprochant le public des activités courantes au XXe siècle, comme le bal, l'orchestre attaquait une nouvelle danse, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes, etc. Donc toutes ces scènes renforcent cette intention d'ancrer la pièce dans un contexte moderne. Quant au décor, un œil le veut neutre, un décor neutre, loin des grandeurs tragiques auxquelles le public est habitué dans les tragédies antiques. Donc un décor neutre qui contraste fortement avec le décor pompeux de la tragédie antique. Enfin, le langage simple et familier place le spectateur dans un contexte qui n'a rien à voir avec la tragédie, avec les grandeurs tragiques. Je cite le texte. Voilà, c'est la petite maigre, il a été trouvé Antigone, c'est le roi, etc. Donc le langage familier également ancre la pièce dans un contexte tout à fait moderne. B. Le rôle du prologue. Le rôle du prologue ici rappelle celui du chœur. Et ils ont tous les deux un rôle purement dramatique. Ils n'interviennent pas dans l'histoire, mais ils se contentent de commenter les événements, intervenir dans l'action pour donner des conseils ou servir d'intermédiaire entre le public et le dramaturge. Troisième axe de lecture, une tragédie tout à fait moderne. A. Une réflexion sur la tragédie. En dévoilant dès la première scène le sort des différents personnages, la mort ou le suicide d'Antigone, d'Élan et d'Eurydice, Hanoï met en avant le rôle de la fatalité dans la tragédie. Égypte, père d'Antigone, en est le parfait exemple en cherchant à fuir les prédictions de l'oracle de Delphes, qui lui a prédit qu'il son sort était déterminé, il va tuer son père et épouser sa mère. Il rencontre alors son père biologique et le tue, puis épouse sa mère et ce sans le savoir. La fatalité s'illustre également par les prolepses. On a déjà vu les prolepses, ce sont les anticipations, les références aux événements futurs, ces projections dans le futur. Donc nous avons elle va mourir, elle tricotera jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. C'est lui qui viendra annoncer la mort, dément tout à l'heure. Ils vous empoigneront les accusés, etc. Les verbes qui marquent le devoir insistent également sur le poids de la fatalité. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout, c'est-à-dire jouer son rôle jusqu'au bout, c'est mourir. Il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, c'est-à-dire que lui aussi, il allait mourir. B. Une relecture contemporaine du mythe. Il est impossible d'interpréter la pièce sans tenir compte du contexte dans lequel elle a été réécrite. N'oubliez pas qu'Hanoï a commencé à réécrire sa pièce à partir de 1942 et on était en
pleine guerre. Rappelez-vous, 1939-1945, c'était la période sur laquelle s'est étalée la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, la France est encore sous l'occupation allemande. Pour les spectateurs citoyens d'un pays humilié à cause de la guerre, Antigone est un emblème, un symbole de résistance qui ira à la mort pour défendre sa liberté et sa révolte face à une décision supérieure émanant du roi, son oncle. La décision était d'interdire les devoirs funèbres à Polynice, considéré comme un traître. Je cite le texte. Nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir, est à la fois une dénonciation implicite de la passivité des Français. Il faut agir, il ne faut pas regarder et ne rien faire. Donc, il ne faut pas être passif, il faut faire quelque chose. C'est aussi une dénonciation et une incitation à la révolte. Donc, il faut agir, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester passif. Tout comme Antigone, le public impliqué dans la pièce par la première et la deuxième personne du pluriel devrait se soulever au lieu d'accepter l'inacceptable. Il doit agir, il doit réagir, il doit résister, hein, tout comme Antigone. Synthèse. Le prologue fait office d'une scène d'exposition, remplissant sa fonction purement informative, présenter le lieu, la ville de Thèbes, le temps après la décision royale, après la mort de Polynice et d'Étéocle, et la décision du roi. Les personnages, on les a cités et analysés auparavant, et amorcer l'intrigue. Il ne s'est pas contenté d'amorcer seulement l'intrigue, mais il est allé plus loin. Il a même annoncé la fin de l'histoire depuis le début, parce qu'en fait, ce qui importait pour un œil n'était pas vraiment l'histoire, puisque l'histoire est déjà connue du public, c'était déjà écrit par Sophocle. Donc ce qui est importé pour lui, c'est ce qu'il a apporté à la pièce pour la rendre moderne. La reprise du mythe d'Antigone permet à Hanoï de s'adresser avec force à ses contemporains en introduisant des éléments modernes et originaux. Hanoï se démarque nettement de son inspirateur Sophocle. C'est ce qui explique l'absence de la mention d'après Sophocle dans la page de garde d'Antigone. Donc c'est pour dire que finalement la version d'Hanoï n'a absolument rien à voir avec celle de Sophocle. C'est une version tout à fait moderne. Contrairement au mythe tel qu'il est connu, la fatalité dans la pièce d'Antigone n'est pas une malédiction divine qui pèse sur la lignée d'Édipe, mais plutôt une volonté humaine aspirant à la liberté. Antigone meurt après avoir revendiqué son droit de s'opposer à une décision royale. Donc oui, certes, la fatalité dans Antigone n'a rien à voir avec la fatalité attachée au contexte religieux dans la pièce de Sophocle. Antigone de Sophocle enterre son frère pour obéir aux lois divines, alors qu'Antigone d'Hanoï enterre son frère par volonté personnelle et pour prouver sa liberté. Donc elle s'oppose au verdict du roi, elle s'oppose à sa loi et enterre le cadavre de son frère pour prouver toujours sa liberté, même si à un certain moment dans l'histoire, elle va avouer que son geste est absurde, mais elle va continuer quand même à le faire pour prouver qu'elle est libre
de ce qu'elle fait. Voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas de me contacter si vous ne comprenez pas quelque chose. J'attends vos retours et au revoir.